bienvenue sur cette table ronde Les économistes face aux droits de la nature. Donc on va être ensemble cette prochaine heure et demie. L'idée, c'est de revenir pendant cette heure et demie sur 3 points. C'est comprendre tout ce qui est fondement théorique des droits de la nature. Ensuite, c'est explorer des instruments pratiques. Et comme on est aujourd'hui à l'EM Lyon, c'est d'aller vraiment dans des outils. Et enfin, c'est débattre des perspectives radicales. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie donc, de Harold Levrel, qui est à ma droite. Harold, donc, tu es chercheur au MUSEM, le musée d'histoire naturelle, MHN. Et tu es professeur d'économie écologique et on reviendra notamment sur le droit comme moteur du changement écologique. Ensuite, Sarah Van Uxem, donc tu es maîtresse de conférences en droit à l'Université de Côte d'Azur et tu reviendras notamment sur le droit et l'anthropologie et comment ça se mêle. Et ensuite, Romain Espinosa, donc tu nous parleras notamment des droits de la nature et donc tu es chercheur en économie sur le bien-être animal au CNRS et à l'ORCA. Donc tu pourras nous revenir aussi sur ce qu'est l'ORCA. Et tu auras toute cette approche sur le bien-être animal, sur la souffrance. Et concrètement, donc, on va être là sur cette heure et demie, donc il va y avoir du temps. L'idée, c'est de couper en deux cette conférence avec des questions-réponses. Alors, ensuite, je vais introduire cette conférence. Donc, l'idée en économie, c'est qu'auparavant, la nature et les économistes, notamment au XVIIIe siècle, avec François Quesnay et Victor Riquetti de Mirabeau, donc qui est le père de Mirabeau, le fameux révolutionnaire. Ils vont jusqu'aux économistes contemporains considérer la nature comme une ressource, donc des ressources naturelles et un capital productif. Et c'est ça qui est important, puisqu'on va revenir sur cette notion aujourd'hui qui est complètement différente. Aujourd'hui, la question est radicalement nouvelle. C'est comment transformer la nature d'un objet de droit en un sujet de droit capable d'être protégé juridiquement. Ça pose la question du démantèlement de la propriété privée au bénéfice de la nature. Et il y a un exemple qui est fameux en Californie, dans les années 70, avec Walt Disney. Walt Disney, l'entreprise Walt Disney Company, avec la vallée de Mineral King, en Californie. Donc l'idée, c'était de créer un endroit pour skier et qui détruisait une forêt de séquoias millénaires. Et donc l'idée, c'était de créer une personnalité juridique pour être un outil pour la protéger. Aujourd'hui, cette idée, elle est largement exportée, comme en France avec le Parlement de la Loire. Même en septembre, il y a la question aussi de donner des droits au Rhône. En 2008, l'Équateur a créé dans sa constitution en disant que le peuple souverain célèbre la nature, le Pachamama, dont nous faisons partie, vital pour notre santé. Donc la nature qui est inscrite dans une constitution. Comme on est aussi à l'EM Lyon, il y a des entreprises comme Norcis en France qui vont intégrer la nature dans leur conseil d'administration. Il y a l'entreprise que vous devez connaître, Patagonia, qui est une entreprise d'outdoor. Je ne vois pas de t-shirt ou de pull, mais je suis sûr que vous en avez. Qui donc va inscrire la nature aussi dans son conseil d'administration et qui va redistribuer ses dividendes en partie à des projets pour la restauration de la nature.
Et en France, évidemment, il y a le Code de l'environnement en 2000, la reconnaissance du préjudice écologique en 2016 et l'idée d'écocide en 2021. Donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui grâce à vous tous les trois, c'est qu'est-ce que cela signifie de donner des droits à la nature ? La nature, est-ce qu'elle peut être un agent économique ? Et quelles leçons tirer de l'économie écologique, de la coévolution et du droit radical ? Dans cette première partie, ensuite, l'idée, ça va être de comprendre les fondements théoriques et les tensions entre les approches. Donc, on va explorer les grandes écoles de pensée, les approches face au droit de la nature. Et la première question que j'aurais à poser, c'est à vous, Romain Espinosa. Déjà, c'est de présenter votre laboratoire et ensuite de présenter votre approche qui est intéressante de Santio centré. Est-ce qu'elle diffère des approches classiques ? Alors, merci beaucoup. Merci à mes collègues aussi d'être présents. Donc, effectivement, je m'appelle Romain Espinosa. Je suis chercheur au CNRS, mais au CIRED, qui est le Centre international de recherche en environnement et développement. Et Harold a été mon collègue là-bas pendant quelques années. Donc, en fait, quand on parle de questions de la nature et de qu'est-ce que l'économie peut apporter à ce débat, peut-être qu'il faut partir d'une définition aussi de ce que c'est que l'économie. Chacun a sa propre définition. Ce que j'aime bien, c'est voir l'économie comme finalement la science des décisions ou des arbitrages. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'économie publique, comment arbitrer entre différents intérêts. Donc ça s'applique à plein de domaines. Pour prendre un domaine en écologie, on va penser par exemple construire une nouvelle autoroute en France. Il y a un arbitrage, il y a différents intérêts. Par exemple, certaines personnes veulent pouvoir rouler plus vite pour gagner du temps de transport dans la journée. Et en face, il y a peut-être des intérêts qui sont divergents. Si on est sur les intérêts anthropocentrés, des riverains qui ne veulent pas une autoroute à côté de chez eux. Mais on peut aussi penser ces intérêts au-delà. Et donc, par exemple, toute la biodiversité qui va être détruite et qui peut représenter aussi un intérêt. Mais quand on cherche à comprendre du coup comment faire des arbitrages entre différents intérêts, il faut savoir qui sont les personnes qui ont des intérêts et quels sont ces intérêts. Et donc là, on rentre un peu dans les problèmes peut-être qu'on a eu en économie, qui était une approche pendant très longtemps totalement anthropocentrée. Sur l'autoroute, je prends en compte que l'intérêt des humains. Donc au sens strict, c'est les personnes qui vont avoir un gain de bien-être parce qu'ils vont rouler plus vite, ou les personnes qui vont avoir une perte de bien-être parce qu'ils habitent à côté de l'autoroute. Après, on peut avoir une approche un peu plus large et se dire finalement, si on s'intéresse qu'aux êtres humains, il y a quand même des êtres humains qui se soucient de la nature. Et donc, par ricochet, certains humains sont malheureux qu'on vienne détruire la biodiversité. On peut aussi avoir une approche de la biodiversité qui est instrumentale, qui est on a besoin de la biodiversité dans le futur pour les êtres humains. Et donc, à ce titre-là, on va le prendre en compte aujourd'hui, l'impact sur la biodiversité. Donc il y a plusieurs types d'intérêts, plusieurs individus, mais ce qui est important, c'est de bien le définir. Et comme je parlais avec Antoine sur la préparation de la table ronde, pour moi, la question de la nature est quelque chose d'assez flou. Qu'est-ce que la nature ? Quels sont les individus qui la composent et quels sont les intérêts ? Donc, est-ce qu'une rivière peut avoir un intérêt propre à ne pas être polluée, par exemple ? Est-ce que ça a du sens ou pas ? En économie classique, on s'intéresse donc aux humains et principalement à leur bien-être. On reconnaît aussi des droits fondamentaux, mais on peut très vite exclure les droits fondamentaux de la question, parce que vous n'avez pas besoin d'économistes quand vous avez droit des fondamentaux. Si vous avez un droit fondamental à vivre, je ne vais pas venir faire des arbitrages ici entre votre droit à vivre et, par exemple, ma décision de rouler vite. Ok, vous avez un droit fondamental. Par contre, les zones grises, c'est quand on a tous des intérêts qui ne sont pas fondamentaux, et là, on essaie de faire des arbitrages. Ce qu'on fait d'habitude pour les humains, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on appelle le bien-être, le welfare. Donc on a une approche welfariste sur le changement de bien-être de tous les humains. Si on construit, on ne construit pas l'autoroute. Personnellement, je travaille donc en économie de bien-être animal. Donc en fait, on étend cette conception-là. On se dit finalement, si ce qui compte, c'est le bien-être, on va chercher à prendre en compte le bien-être de toutes les personnes qui sont capables de bien-être. Et en fait, en sciences animales, on appelle ça la sentience. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. La sentience, c'est la capacité à avoir des émotions, la capacité à avoir du bien-être.
Donc, sans rentrer dans le débat, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quasiment tous les animaux sont sentients, sont capables de bien-être. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, du coup, hein, les preuves vont plutôt dans un sens que ce n'est pas le cas pour les plantes. Donc ici, finalement, on bouge un peu la limite de démarcation en économie et du bien-être animal en se disant on prend en compte le bien-être de tous les individus capables de bien-être et c'est là-dessus qu'on fait nos arbitrages. Pour reprendre le cas de l'autoroute, ça veut dire qu'on va prendre en compte l'impact de l'autoroute sur tous les humains, mais aussi sur tous les animaux qui composent l'écosystème. Donc on ne donne pas de valeur directement à l'écosystème. L'écosystème en soi, il n'a pas d'intérêt. Par contre, il y a un intérêt sur tous les individus qui font partie de cet écosystème. Donc ça, je pense, c'est une différence d'approche qui est importante entre nous tous. Mais donc, pour finir, finalement, le droit de la rivière en économie bien-être animal, ça n'a pas d'intérêt au-delà, d'accord, du bien-être des poissons ou des animaux terrestres qui vont aussi bénéficier de la rivière. Donc peut-être mon premier point de sensibilisation, c'est de se dire finalement, on arbitre entre quels intérêts et quelles sont les parties qui ont des intérêts divergents. En éco-bien-être animal, on se focalise sur le bien-être, donc tous les individus capables de bien-être. Merci beaucoup. Donc, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est la sentience, donc la capacité d'un être à ressentir, à éprouver du bien-être, et on reviendra là-dessus. Et je rappelle aussi que tu as écrit un livre, Comment sauver les animaux, économie de la condition animale aux éditions PUF en 2021. Alors, Harold, la question, quel risque voyez-vous dans l'instrumentalisation économique de la nature? Ouais, merci en tout cas pour l'invitation à être ici et participer à cette table ronde. Donc, à cette question de l'instrumentalisation, il faut tout d'abord insister sur le fait que l'histoire économique de l'être humain, c'est une histoire de l'instrumentalisation de la nature qui, par définition, a été assez poussée. Au moins dans les pays occidentaux, on peut pas nier qu'on a vraiment organisé, façonné la nature pour qu'elle nous soit le plus utile possible. Alors c'est pas quelque chose d'original hein, dans le monde vivant. Toutes les espèces instrumentalisent d'autres espèces. Les herbivores instrumentalisent les végétaux, les carnivores instrumentalisent leurs proies. Et puis, ma foi, ils n'ont pas trop le choix, quoi. Donc c'est pas un gros mot l'instrumentalisation. Simplement, l'être humain, c'est une espèce qui a vraiment été très loin dans cet exercice d'instrumentalisation, puisque, en résumé, il a, par son abondance, par ses capacités techniques, cognitives, réussi à éradiquer ses concurrents, à peu près partout. En France, le loup ou les phoques qui reviennent, hein, ces deux espèces, ont été éradiquées entre la fin du 19e et le début du 20e, parce que c'était des concurrents dans la prédation par rapport soit aux poissons, soit par rapport aux mammifères, soit ils pouvaient être perçus comme représentant un danger. En tout cas, voilà, ça c'est une manière déjà très claire d'organiser le vivant à son profit, on enlève les concurrents. Et puis le reste, eh bien, en fait, on le domestique. Alors la domestication, c'est on choisit les espèces végétales ou animales qui nous sont le plus utiles, et parmi ces espèces, les individus qui ont les caractéristiques qui nous sont le plus utiles, qui produisent le plus de viande, le plus de lait, qui ont des caractéristiques esthétiques qui nous plaisent dans nos activités, ou voilà, toute autre caractéristique qui nous sont utiles. Donc ça, c'est le phénomène de domestication qui a été cumulatif et qui nous a amené à organiser, comme je le disais à l'instant, le vivant à notre profit. Alors, la question des risques, de ce point de vue-là, elle peut être posée de deux manières. Cette question, c'est les risques pour les non-humains, donc on comprend bien qu'ils ont été très importants au fil de l'évolution. Hein, une part d'entre eux ont disparu, une autre part a été vraiment sélectionnée de manière très, très violente. À tel point qu'aujourd'hui, hein, pour un petit rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, petite information, on a
95% des mammifères marins et terrestres qui sont composés d'êtres humains et de leurs animaux domestiques. En termes de biomasse, c'est donc 35% d'êtres humains et 60% d'animaux domestiques qui composent les mammifères de notre planète. Donc il reste 5% de mammifères sauvages. Alors est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on va réduire à 4, 3, 1%? Donc on voit tout de suite que là, ça commence à poser des questions qui sont de nature éthique. Hein, et donc notre regard par rapport au non-humain, il peut être de dire oui, est-ce qu'on ne veut pas reconsidérer les droits de ces espèces à se maintenir sur notre planète? Les risques, ils sont aussi pour l'être humain à proprement parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va utiliser de cette manière la nature sans forcément comprendre les interactions écologiques qui sont derrière, eh bien, on fait face à des problèmes aussi d'érosion de ce qu'on peut appeler des services que la nature nous fournit. Donc on parle beaucoup de la pollinisation aujourd'hui, on peut parler aussi du renouvellement de la fertilité des sols qui nécessite d'avoir des lombriques, qui nécessite d'avoir une microfaune du sol. On a aussi des sujets qui sont moins évidents comme la déconnexion à la nature. Il faut savoir qu'une part de notre bien-être, hein, de notre équilibre psychique, dépend de notre connexion à cette nature. Alors, dans des formes très simples, hein, d'avoir des végétaux autour de nous, mais aussi dans des formes plus complexes d'interaction avec d'autres espèces. Et donc, en fait, ces risques, on peut aussi les considérer du point de vue de l'être humain, par ricochet, j'ai envie de dire. C'est les deux aspects. Alors, quand on parle de droit à la nature, on a plutôt tendance à laisser de côté la seconde approche, hein, qui est de dire finalement ce qui nous intéresse, c'est la valeur intrinsèque qu'a la nature pour elle-même, selon des considérations diverses et variées, pas forcément les bénéfices qu'elle nous rend. Mais en réalité, si on s'intéresse aux droits de la nature et des non-humains, pour le dire simplement, on va aussi indirectement créer les conditions au maintien de fonctionnalités qui vont être utiles à l'être humain. Ouais, donc je pense que c'est les deux aspects qui sont intéressants. Merci beaucoup. Et aussi, je rappelle, parce que ça permet d'ancrer aussi dans chacun de vos livres, donc l'économie face à la nature aux éditions Les Petits Malins en 2023. Et Sarah Van Uxem, donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir l'approche droit aujourd'hui parmi les trois intervenants, puisque vous êtes maîtresse de conférences en droit et vous aviez écrit en 2020 des choses de la nature et de leurs droits, justement. Juste, je vois une question, pas compris comment se nomme la science du bien-être animal, comment l'épeler? Donc, c'est la sentience. Oui. Alors, c'est pas la science du bien-être animal, désolé. Science du bien-être animal, c'est science du bien-être animal. C'est la sentience. Sentience, c'est la capacité à éprouver des émotions, ou bien la capacité à avoir du bien-être. Sentience, S-E-N-T-I-E-N-C-E, qui vient de l'anglais à la base et qui est maintenant aussi dans le dictionnaire français. Pendant très longtemps en France, il y a une police, on utilisait le mot sensibilité, et pour des raisons que la sensibilité, c'est pas forcément la sentience, c'est juste la capacité à avoir des réactions suite à des interactions avec le monde extérieur. Et la sentience, c'est la capacité à transformer ça en émotion. Donc c'est pour ça qu'on a importé le terme anglais. Voilà. On pourrait y revenir justement dans la session de questions, mais voilà, comme c'était une question pour épeler, Sarah, je suis désolé. Comme on va passer maintenant sur la question aussi du droit, la nature, est-ce qu'elle a une valeur intrinsèque que le droit peut reconnaître indépendamment de l'économie? Et si tu peux revenir aussi un peu sur voilà, comment le droit a appréhendé la nature. Oui, merci donc, déjà pour l'invitation et maintenant la question. Le droit de l'environnement, et plus précisément le droit international de l'environnement, il est né au début du siècle dernier avec des conventions et des traités qui protégeaient la faune, la flore sauvage, d'abord en effet pour son utilité pour les êtres humains. Donc on va trouver des conventions par exemple pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Mais petit à petit, le droit international de l'environnement est venu reconnaître la valeur intrinsèque de la faune et de la flore sauvage,
Et donc, on a déjà des traités, des conventions internationales qui reconnaissent la valeur intrinsèque de la vie sauvage. Il y a la Convention de Berne, par exemple, qui date de 1979, qui est un traité qui participe du droit du Conseil de l'Europe. C'est une convention importante, notamment pour la protection des loups ou des lynx, plus généralement pour la protection de la faune et de la flore sauvage, et on reconnaît la valeur intrinsèque de celle-ci. On a aussi la Convention sur la diversité biologique, qui a été adoptée à Rio en 1992, et là on trouve reconnue aussi la valeur intrinsèque de la biodiversité ou de la diversité biologique. Donc c'est déjà du droit positif, c'est-à-dire du droit qui est en vigueur ici et maintenant, en France, mais également, vous le voyez, finalement, à l'international. Cette valeur intrinsèque, elle est reconnue, indépendamment, effectivement, de l'économie. Si on se penche sur les textes du droit français, on a en effet l'article 1246 du Code civil qui a été cité tout à l'heure, qui est l'article qui permet la réparation du préjudice écologique qui serait subi par une entité naturelle, indépendamment des atteintes qui seraient par ailleurs faites à des biens patrimoniaux ou extra-patrimoniaux humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était après l'affaire Erika, après un arrêt rendu par la Cour de cassation française, le législateur français a inséré un article 1246 dans le Code civil qui permet par exemple aux cormorans qui seraient englués dans une nappe d'hydrocarbures d'obtenir réparation pour le préjudice que lui a subi, indépendamment des atteintes faites par exemple à l'agriculteur qui serait atteint par exemple dans sa santé mentale ou physique, ou des atteintes à son territoire parce que par exemple des hydrocarbures viendraient jusque sur sa plage ou son terrain agricole qui, mettons, lui appartiendrait. Donc on a déjà avec l'article 1246 du Code civil implicitement une valeur intrinsèque finalement qui est reconnue aux éléments naturels. Et pour rebondir sur ce que Romain Espinosa nous expliquait à propos justement des intérêts autres qu'humains qui pourraient être reconnus. S'agissant des animaux, on a l'article 515-14 dans le Code civil qui définit désormais les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Et donc, on fait déjà, me semble-t-il, on reconnaît déjà cette part dite sentiente des animaux. Il faut savoir tout de même qu'il y a un deuxième alinéa qui précise que sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au droit des biens. Et donc ils peuvent encore être considérés comme des biens meubles, notamment des ovins par exemple qui seraient attachés à une exploitation agricole, sont des biens meubles par nature, mobiles par nature. En tant qu'ils sont attachés à l'exploitation agricole, on les qualifie encore par exemple aujourd'hui d'immeubles par destination. Donc on ne sort pas du droit des biens, mais pour autant, on leur reconnaît leur qualité d'être vivant. Et simplement pour terminer peut-être sur ce qui vous a été, sur ce que Romain Espinosa nous a expliqué, que néanmoins l'écosystème en lui-même ne se voit pas reconnaître une utilité propre. Le droit, à certains égards, va peut-être, et là c'est peut-être, c'est-à-dire que ça dépend comment on lit les textes de droit, plus loin, puisqu'on a dans le Code de l'environnement un principe de solidarité écologique qui est reconnu. Dès lors que des grands travaux, des programmes sont mis en œuvre, donc par exemple pour la 69 qui était, je crois, implicitement citée, eh bien, nous sommes contraints, enfin les industriels, les maîtres d'ouvrage sont contraints de prendre en considération les relations d'interdépendance, les interrelations qui existent entre les êtres vivants, et on ne distingue pas entre humains et non humains, et les milieux naturels ou artificiels. Et donc on peut peut-être penser qu'on a une reconnaissance, non pas simplement d'un biocentrisme, mais pour aller encore plus loin, d'un écocentrisme, c'est-à-dire l'écosystème en lui-même, le milieu naturel en lui-même, dont la valeur intrinsèque serait en quelque sorte reconnue. Pour ceux qui connaissent, quand je parle d'écocentrisme, j'ai en tête notamment les travaux de Callicott, du philosophe américain Callicott, qui propose d'aller plus loin encore que la simple reconnaissance de la valeur intrinsèque des êtres vivants, jusqu'à la valeur intrinsèque de la reconnaissance des milieux naturels, des habitats,
pour reprendre un terme qui est utilisé en droit. Merci beaucoup. Et pour rappel, donc l'Erika, c'est une histoire d'un pétrolier donc qui s'était échoué au Finistère, c'est ça? Oui, en plus je m'en rappelle étant enfant. Qui s'était échoué et donc qui avait causé des graves dommages écologiques, notamment oui, sur la faune et la flore. Et la 69, vous avez entendu parler, c'est l'autoroute qui est en train d'être construite donc à l'est de Toulouse pour Castres, donc, qui est une ville à l'est et qui affecte 420 hectares, dont 316 hectares de terres agricoles, et qui pourrait entraîner la destruction de milliers d'arbres et de vastes zones boisées. La dernière question pour cette première partie théorique. Prix Nobel 2019, Elinor Ostrom parlait de bien commun, à savoir que les communautés locales peuvent gérer durablement les ressources sans le marché ou sans l'État. Et donc la question à tous les trois, est-ce que la nature peut être gérée comme un bien commun plutôt que comme un actif financier ou un objet d'État? Si l'un de vous trois pouvait. Donc la réponse est oui, mais en fait c'est pas ça qui est forcément très intéressant pour cette table ronde. C'est surtout de souligner que l'approche par les biens communs ne change rien à la vision anthropocentrée de l'économie. C'est-à-dire que si on prend les travaux d'Ostrom et tous ses collaborateurs et de tous les gens qui travaillent sur le sujet, souvent ce qu'on cherche à montrer, c'est que lorsqu'une communauté est dans une configuration particulière, généralement assez isolée, a des liens sociaux assez forts, a réussi à mettre en place des formes coutumières ou formelles de droit qui permettent de garantir un usage raisonnable des ressources dont elles dépendent, eh bien finalement on constate que voilà, la configuration elle est assez pérenne, à la fois d'un point de vue social, écologique et économique. Bon, très bien. Mais en fait, ces compromis entre individus pour la gestion des ressources, ils se font quand même toujours par rapport à ces ressources. Et ce qui fait qu'on est d'accord pour adopter ces règles collectivement, ne dit rien sur le fait qu'on va reconnaître des droits aux ressources qui sont utilisées. Donc, moi, mon point de vue, c'est de dire que c'est une situation qui peut créer des situations socialement justes, parce qu'il y a généralement une équité assez forte dans ces formes d'organisation, voilà, durable, mais en fait, ça peut se faire complètement aux dépens d'entités naturelles non humaines, et en tout cas, la prise en compte de leurs droits peut être intégrée dans certaines traditions, dans certaines coutumes, mais pas forcément. C'est ça le point important, me semble-t-il. Il y a beaucoup de manières de gérer ces ressources communes. Merci beaucoup. Romain ou Sarah, si vous voulez rebondir. Oui, alors à la question de savoir si la nature elle peut être gérée comme un bien commun, du point de vue du droit, je dirais encore une fois oui, puisque de toute manière la nature, les espaces, les ressources, les milieux naturels terrestres et marins, les sons, les odeurs, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, de la biodiversité, et je ne lis pas toute la liste, participent, nous dit-on, du patrimoine commun de la nation. C'est le premier article du Code de l'environnement, l'article L110-1. Donc oui, la nature participe d'un patrimoine qui est dit commun. Et cette notion de patrimoine commun, on la retrouve dans un texte qui a valeur constitutionnelle, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, à savoir la Charte de l'environnement, où il nous est dit que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Donc oui, l'environnement participe du patrimoine commun. Mais on peut encore citer d'autres textes de droit qui renvoient à la notion de commun. L'article 714 du Code civil qui est dédié aux choses communes. On nous dit qu'il y a des choses qui échappent, qui n'appartiennent à personne et dont l'usage commun est commun à tous. Des lois de police, est-il précisé, règlent la manière d'en jouir. Généralement, on cite l'air et l'eau comme participants des choses communes. Donc là encore, on retrouve cette notion de
commun, en tout cas en droit. Je vous cite un dernier article, mais c'est absolument pas exhaustif, l'article 542 du Code civil, donc 2 articles avant celui qui définit, article 544, la propriété, et on a une définition des biens communaux. Les biens communaux, ce sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. On a bien une définition des biens communaux, donc notre droit connaît les biens communaux. Dans le Code civil, depuis 1804, le texte est demeuré pour l'heure inchangé. Alors, ce ne serait pas la même chose si je vous parlais du droit belge où ils ont supprimé cette disposition comme étant inutile. Mais justement, moi, je la trouve assez intéressante et je pense qu'on pourrait lui redonner une manière de vie. Les biens communaux, il y a certains biens communaux particuliers qu'on appelle les biens de section ou biens sectionnaux. Ce sont des biens qui appartiennent à des sections de communes, des fractions de communes qui existent encore aujourd'hui. Pour le dire autrement, ce sont des communs villageois, des communs de hameaux. Et on a, pour la gestion de ces biens communs, parce que la question initiale c'était sur la gestion de la nature comme bien commun, on a une dizaine de règles, une vingtaine d'articles dans le Code général des collectivités territoriales qui nous disent comment ces biens communaux spéciaux que sont les biens des sections de communes, ou biens sectionnaux, doivent ou peuvent être gérés, notamment par une commission syndicale qui est comme un mini conseil municipal. Donc oui, et je ne vous parle pas des biens des prud'hommies de pêche, des biens des associations foncières pastorales, des biens des associations syndicales de l'eau qui existent encore aujourd'hui et qui permettent de gérer en commun des biens qualifiés de naturel. Et sur l'articulation entre mais là c'est pour répondre à Harold Levrel sur l'articulation entre commun et droit de la nature, c'est vrai que si l'on s'en tient à la définition communément donnée des communs à partir des travaux, je dis bien à partir parce qu'il y a plusieurs lectures là encore possibles, des travaux des Ostrom, on peut avoir l'impression qu'on en est encore à une vision utilitaire de la nature, puisque les ressources naturelles sont dites gérées en commun par une communauté qui n'est autre qu'une communauté d'êtres humains, excluant les non-humains. Et donc on peut penser qu'il y a encore une vision utilitariste effectivement des communs quand on lit les travaux des Ostrom. En tout cas, certains travaux, en tout cas c'est la lecture qui est généralement faite. Mais les communs, si on veut, on peut les lire autrement. Je dirais à la manière de Philippe Descola, comme étant des collectifs qui sont susceptibles, lorsqu'il ne s'agit pas de collectifs occidentaux modernes, ce qu'il qualifie de collectifs naturalistes, eh bien, d'accueillir des non-humains qui vont alors être comme des ayants droit, des partenaires, des associés, des pairs, P-A-I-R-S, des êtres humains. Et à ce moment-là, ça permet de relier la question des droits de la nature au commun. Merci beaucoup. Et juste avant de te donner la parole, Romain, pour rappel, donc la charte de l'environnement, effectivement, c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, avec la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement, c'est-à-dire que c'est un droit qui impose par rapport à tous les autres. Donc ça, c'est très important et ça date de 2004, donc c'est assez récent. Merci beaucoup. Je ne vais pas répéter, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet, mais je pense effectivement le point clé ici, c'est, je vous rejoins vos deux positions, c'est quels sont les intérêts considérés dans finalement ce bien commun au niveau local. Et peut-être que l'exemple que je peux prendre, c'est toujours pour parler des animaux, c'est imaginer qu'il y ait une commune ou une communauté de communes où il y a une forêt dedans et il y a des pratiques de chasse. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la pratique de chasse va venir dépeupler, par exemple, les populations de sangliers. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit on se dit qu'il y a un bien commun dans lequel on prend en compte les intérêts des animaux et peut-être qu'on va y avoir une pratique de chasse très limitée, finalement. On va maintenir la population, on va peut-être éviter qu'il y ait une surpopulation, etc., si ça a du sens. Et puis, il y a une autre version qui est se dire, et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on va chasser davantage et du coup faire davantage d'élevage de sangliers pour venir repeupler ou d'oiseaux, etc. Donc en fait, tous les ans aujourd'hui en France, vous avez beaucoup d'animaux qui sont aujourd'hui
on parle d'animaux domestiqués ou sauvages, en fait, il y a beaucoup d'animaux qui sont entre ces deux catégories, hein, qu'on élève et ensuite qu'on relâche dans la nature pour ensuite pouvoir chasser. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir deux gestions qui, à terme, sont optimales en termes de maintien de population, etc., mais deux visions fondamentalement différentes. Et donc se pose la question de comment on intègre dans le processus de décision aussi publique les intérêts des parties qui ne font pas partie du processus politique. Voilà. Et c'est vrai que le droit aujourd'hui reste quand même très instrumental et très tourné autour des besoins des humains. Et je vais prendre un exemple qui est assez connu, mais pour bien illustrer ça et peut-être la limite sur la définition de la nature, c'est finalement comment juridiquement serait traité un lapin. On va prendre un cas un peu hypothétique, mais un lapin, il peut être un lapin dans un milieu sauvage, naturel, d'accord ? Donc là, il va relever du droit de l'environnement. Le lapin, il peut aussi être en élevage. Donc là, il va être traité par le code rural. Le lapin, il peut être aussi en élevage, d'accord ? Donc là, il va être en expérimentation animale, pardon. Donc là, il va être soumis encore à d'autres cas législatifs qu'on appelle les 3 R. Ou bien le lapin, il peut être chez vous, et dans ce cas-là, c'est un animal de compagnie, il a d'autres protections. Donc potentiellement, un individu qui a exactement les mêmes besoins biologiques, etc., même capacité de bien-être, va être traité de manière très différente, avec des protections différentes en fonction d'où il est. Et donc là, ça pose les limites, parce que c'est ce type d'animaux qui pourraient être dans la nature, qui pourraient être chez nous, etc. Et son niveau change considérablement. Donc comment, déjà, est-ce qu'on peut gérer un commun au niveau local ? Mais finalement, si on voit qu'on traite un même individu de manière très différente en fonction de nous, le rôle qu'on lui assigne, voilà, c'est compliqué de réfléchir en termes d'intérêts égaux. Merci beaucoup. Donc, je vous le rappelle aussi, si vous avez envie de poser vos questions, n'hésitez pas à l'envoyer au numéro qui s'affiche. Ensuite, on va passer à une nouvelle partie. C'est concrètement les instruments. La personnalité juridique de la nature, ce qui peut vous intéresser aussi, ce qu'on appelle la comptabilité multi-capitaux ou la question justement de la nature dans les bilans économiques et toutes les autres formes de protection et de restauration et comment éviter évidemment ce qu'on peut appeler le nature washing. Je vais commencer par toi, Harold. Comment intégrer la nature dans les bilans économiques ? Oui, alors, pour déjà montrer qu'il y a une rupture lorsqu'on adopte une approche en termes de droit pour la nature, comment on fait habituellement, parce qu'on arrive quand même à intégrer des composantes de la nature dans les bilans économiques financiers assez classiques. On va considérer la nature comme un actif naturel qu'on met donc par définition à l'actif et qui vient, quand on fait l'exercice correctement, augmenter la taille du capital dont dispose l'organisation. Alors ici, quand on considère que la nature a des droits, il y a une rupture de fond qui est, puisque ce n'est pas une position instrumentale, il faut trouver une autre manière de faire. Alors ça, c'est une bagarre importante qui se joue là entre spécialistes du sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour faire court, à partir du moment où on dit que la nature a des droits, donc en résumé, c'est plus simplement un objet. Alors, ce n'est pas forcément un sujet au sens plein du terme, mais enfin, quand même, elle a des droits à être réparée, elle a des droits à être considérée, elle a des droits à être maintenue dans une forme d'intégrité. Eh bien, forcément, les principes normatifs qui doivent guider l'action, et donc les outils qu'on va utiliser pour aider à cette action, il faut les repenser. Alors on les repense sur des bases éthiques tout d'abord, on en a déjà parlé. On les repense ensuite sur des éléments tangibles et notamment qui touchent à du biophysique. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une approche strictement welfariste. Enfin, ça, on pourra en discuter avec Romain parce que les approches ne sont pas toutes forcément du même type. Mais on n'est pas forcément dans une perspective welfariste. On peut considérer que voilà, il faut maintenir la nature par rapport à des critères qui sont qu'on veut maintenir une population de tant d'individus et que même chaque individu doit être maintenu. Enfin, donc on doit commencer à raisonner comme ça. Alors, c'est une logique quelque part de quota que les économistes savent tout à fait manipuler pour la gestion de stock de pêche, par exemple. Sauf qu'on va un cran plus loin, puisque là, on est dans une perspective où on va devoir maintenir véritablement des entités.
Alors, la question de l'équivalence est très importante. On ne va pas avoir une équivalence en termes de valeur au sens welfariste du terme, mais en termes d'unité biophysique. Et donc, si on arrive jusqu'au niveau comptable, l'enjeu, il est de considérer que c'est des agents avec lesquels on va entretenir une transaction. Donc, on passe à une vision, je dirais, d'actifs à celle de transactions entre acteurs qui ont des droits. Alors ça, c'est pas non plus très original. Quand un employé et un employeur travaillent ensemble, c'est deux acteurs qui ont des droits. L'employé, il donne son droit de travail et puis il demande en compensation une rémunération, un salaire. On peut avoir le même raisonnement pour la nature en inscrivant finalement cette nature dans une relation contractuelle. C'est-à-dire que quand un agriculteur, je vous donne un exemple comme ça, mais il y en a plein d'autres, utilise des entités naturelles pour produire des biens qu'il va vendre ensuite, eh bien en fait, ces entités naturelles, que ce soit les pollinisateurs, les vers de terre, etc., ils ont un droit finalement à être maintenus, ils donnent leur force de travail, mais en contrepartie, l'agriculteur doit entretenir ces individus, les maintenir dans un certain état de conservation, et s'il ne le fait pas, eh bien on commence à établir une dette au passif, qui peut être tout à fait établi au niveau des comptes d'exploitation, c'est-à-dire l'endroit où on évalue comment on ventile la richesse entre le travail, les salaires, la rémunération de l'État, les taxes, et puis la rémunération du capital, l'excédent brut d'exploitation. On peut tout à fait rajouter une ligne dans laquelle on inscrit finalement la rémunération du travail de la nature au profit de l'organisation en question. Et alors évidemment, la nature, elle n'a que faire d'une rémunération financière, on ne va pas lui donner un salaire, mais par contre, ce qu'on va lui donner, c'est finalement des actions de restauration écologique, des actions de protection des entités écologiques, et tout ça a un coût. Tout ça a un coût. Et donc, on peut tout à fait inscrire une comptabilité avec une double écriture en termes biophysiques, d'investissement, de restauration de zones humides, de restauration d'entités présentes dans les sols, etc., etc. Donc après, je ne rentre pas dans l'ingénierie écologique qu'il faut mobiliser pour faire ça, mais elle existe. Et puis, on inscrit aussi le coût monétaire de ces actions. Donc soit, encore une fois, on y consent, et dans ce cas-là, eh bien, si on a un équilibre juste entre ce qu'on a demandé à la nature et ce qu'on lui a redonné, on est à l'équilibre. Soit on n'a pas redonné assez, on a une dette. Soit on lui a redonné plus, et puis on peut éventuellement avoir une créance. Je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, ça nous amène à des considérations, vous voyez, qui redéfinissent quelque part les formes de transactions avec la nature, mais aussi avec d'autres agents économiques à propos de cette nature. Alors, donc on a développé des choses comme ça au niveau de la comptabilité nationale dans une chaire sur la comptabilité écologique que j'avais créée avec un collègue, Alexandre Rambaud, il y a quelques années. Et alors moi, je me suis attaché à la question de la comptabilité nationale et sectorielle, parce que finalement, il y a deux manières de faire pour l'inscription de cette dette écologique au passif, parce que c'est plutôt une dette qu'on a aujourd'hui. C'est soit au niveau des entreprises elles-mêmes, soit au niveau de secteurs dans leur ensemble. Alors moi, c'est l'approche que je propose, c'est de montrer comment des secteurs économiques qui génèrent une pression particulière sur la biodiversité, par exemple le secteur de la construction lié à l'artificialisation des sols, ou le secteur agricole lié à la pollution des masses d'eau. Eh bien, comment en fait ces secteurs, donc, on leur attribue une dette. C'est pas si compliqué que ça. Si on prend le secteur de la construction, on a le zéro artificialisation nette qui est un objectif pour 2050. On peut tout à fait fixer cet objectif comme finalement un objectif normatif désirable et atteignable. Il a été voté, il a été décidé unanimement, il a été démocratiquement en tout cas. Et quelque part, c'est un reflet des préférences des citoyens en faveur de la nature qui ont été retranscrits dans la loi. Donc c'est assez fort, parce que ça veut dire que c'est opposable, ça veut dire qu'on peut faire du contentieux sur cette base, ça veut dire que l'écriture comptable, elle va avoir un sens très concret devant une cour de justice et éventuellement comme assiette fiscale. Donc, j'en reviens à mon point de l'écriture. Eh bien, il suffit de calculer quel est l'effort que ce secteur de la construction consent pour atteindre le ZAN à l'horizon 2050. Ce n'est pas très compliqué à faire. Voir si cet effort il est réalisé chaque année. S'il n'est pas réalisé, eh bien, on a une dette qu'on peut calculer assez facilement aussi, c'est-à-dire que si on a un déficit de 100 km² par an dans les investissements liés à l'objectif du ZAN,
eh bien, c'est 100 km² par an. On peut évaluer combien ça coûte de désartificialiser, parce qu'il y a une logique finalement de compenser ce qui a été impacté. Et ça, on sait le faire. On sait combien, en termes d'ingénierie écologique, ça coûte de désartificialiser 1 km². Et donc, c'est des règles de 3 assez simples. Et à partir de là, on peut donc avoir une dette écologique, voilà, comptable, écrite sur un secteur, à la puissance publique d'en faire ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut que ce soit juste une information qui rend visible la dette écologique? Est-ce qu'elle veut en faire une assiette fiscale? Est-ce qu'éventuellement, elle demande au secteur de ventiler l'effort que va nécessiter le fait de réduire cette dette au sein des entreprises qui composent ce secteur? Dans le domaine de la construction, on est sur peu d'acteurs économiques, donc finalement, on pourrait voir ça comme quelque chose d'assez réaliste. Donc encore une fois, là, c'est une question qui est plus politique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre la reconnaissance de droit à la nature et la mise en œuvre d'outils qui ont des conséquences et des applications très opérationnelles sur le terrain et dont les politiques publiques peuvent s'emparer, eh bien, en fait, il n'y a pas tant de difficultés que ça. Merci beaucoup. Et encore une fois, comme on est à l'EM Lyon, je vous invite à vraiment vous renseigner sur la comptabilité multicapitaux et l'approche très intéressante par secteur d'activité plutôt que par l'échelle de l'entreprise. Donc, en effet, qui peut être une approche très intéressante à creuser. Pour information, merci pour toutes vos questions. Il y en a plein, donc on va essayer de tout y répondre après les interventions de Sarah et Romain. Sarah, je continue sur la question aussi de la représentation. Quels modèles institutionnels sont adaptés en France et à l'international? Et ça rebondit sur une question du public sur la question de la gouvernance des droits de la nature, notamment suite au rapport du GIEC, qui sont des rapports qui n'ont pas d'obligation. Donc voilà. Quels modèles institutionnels sont adaptés en France et à l'international? Je commencerai juste par rappeler, mais très brièvement, les deux exemples que j'ai donnés auparavant. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont adaptés d'un point de vue institutionnel parce qu'en réalité, ce sont déjà des institutions, au sens où ils sont déjà reconnus en fait, dans notre droit. Donc l'article 1246 du Code civil qui dispose que toute personne est responsable d'un préjudice écologique, est tenue de le réparer. Là, c'est véritablement adapté à notre Code civil, puisqu'on a pensé cette disposition à partir de la règle qui est, je pense, ou de l'article plutôt, qui est, je pense, l'un des mieux connus du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et c'est à partir de cette disposition qui vous oblige à réparer le dommage que vous causez à autrui qu'on s'est interrogé justement sur la possibilité de réparer le dommage causé, je reprends le même exemple, à un cormoran qui serait englué dans une nappe d'hydrocarbures. Est-ce que le cormoran est un autrui, est un nouvel alter ego? Et on peut considérer qu'avec cet article 1246, effectivement, le cormoran qui est englué dans une nappe d'hydrocarbures est comme un alter ego, on doit réparer le dommage qu'on lui cause. Donc là, c'est vraiment adapté à notre droit, à notre tradition civiliste, puisque ça découle d'une relecture, notamment de cet article 1240 du Code civil. Je simplifie, parce qu'évidemment, après, les travaux parlementaires se sont inspirés d'autres dispositions issues du droit de la responsabilité pour finalement rédiger ce nouvel article 1246. Juste un autre exemple qui répondra peut-être à la question aussi qui vient d'être posée sur la gouvernance, en tout cas ce que moi je peux en comprendre du point de vue du droit. En Nouvelle-Calédonie, jusqu'à peu, la province des îles Loyauté, donc il y a 3 provinces en Nouvelle-Calédonie, la province des îles Loyauté avait adopté dans son propre code de l'environnement, parce que les îles Loyauté sont compétentes en matière environnementale, une disposition permettant la reconnaissance de droits justement de la nature
à des entités naturelles étroitement liées à l'identité du peuple kanak. C'était, je parle au passé, l'article L110-1 de ce code de l'environnement des îles Loyauté. Et sur cette base, les îles Loyauté avaient finalement reconnu la personnalité juridique à la fois aux requins et aux tortues maritimes. Et la liste aurait pu encore être allongée. Donc là, on a encore une fois une institution qui est adaptée a priori, puisque c'est la question de l'adaptation institutionnelle, puisque les îles Loyauté, la province des îles Loyauté de la Nouvelle-Calédonie, a conçu ce texte pour répondre aux droits autochtones kanak, pour lui correspondre. Donc il dérive en quelque sorte de cette pensée kanak. Donc ça paraît tout à fait adapté. Après, pour ne pas en rester à des cas français ou qui, en tout cas, pourraient devenir bientôt des cas de droit étranger, mais qui ne le sont pas encore, si je pense au droit international, quelles sont les institutions qui pourraient être adaptées? Je me suis demandé, mais c'est juste à la lumière de la question posée, si en définitive le droit équatorien, où on reconnaît la personnalité juridique à la terre-mère ou à la Pachamama, ne pourrait pas être adapté pour constituer comme la loi fondamentale internationale. Parce que, en fait, reconnaître la personnalité juridique à la terre-mère ou Pachamama, c'est assez critiqué de la part des anthropologues parce que c'est issu, dit-on, de la pensée de peuples amérindiens. Mais en définitive, la nature ou la Pachamama, la terre-mère, ça devient comme une entité extrêmement abstraite et finalement qui n'a plus véritablement de lien avec on pourrait dire le droit autochtone de ces peuples amérindiens. Mais peut-être que du point de vue du droit international, cela serait satisfaisant finalement de reconnaître la terre-mère ou Gaïa ou la Pachamama, je ne sais, comme une personne juridique. Ça pourrait constituer comme une loi cadre à partir de laquelle, à des échelles ou bien étatiques ou bien régionales, finalement le décliner et lui donner un peu de corps, lui rendre un peu de concrétude si le terme peut être accepté. Mais c'est vrai que ça serait à ce moment-là une manière pyramidale de penser et que les droits de la nature nous conduisent sans doute aussi à penser la reconnaissance de droits à des régions, à des grandes régions au sein de la planète plutôt qu'à des États. Et c'est l'hypothèse qui est formulée du biorégionalisme, où on aurait des grands milieux naturels, de grands espaces forestiers, une lagune, une montagne, qui seraient reconnus comme des entités juridiques autonomes, et à ce moment-là, qui seraient responsables les unes envers les autres. Alors, je ne suis pas sûre de répondre à la question de la gestion, mais voilà. Ce que je peux vous dire pour ce qui me paraît adapté à chaque non, échelle. Si, tout à fait. En plus, ça rebondit. J'y viendrai. Vous avez beaucoup de questions très intéressantes. Donc, merci. On pourra y revenir juste après. Et Romain, donc la dernière question de cette partie. Quelle place pour le bien-être animal? Donc on revient toujours à cette question du vivant dans les évaluations de préjudice. Donc, comme je vous disais, on parle maintenant beaucoup plus de préjudice écologique. Qu'elle part dans les évaluations après la comptabilité et après la question du droit. Alors merci beaucoup. Globalement, aujourd'hui, la part du bien-être animal dans tout ce qui est évaluation ex ante de politique ou de préjudice, c'est 0. Voilà, faut être clair. Mais bon, on avance là-dessus. Je pense que voilà, il y a de plus en plus à faire. Mais parce que moi, j'ai tendance à parler un peu dans le débat public. Je trouve qu'on est dans ce qu'on appelle de l'anthrobiocentrisme. Soit on s'intéresse qu'au bien-être des humains, soit on s'intéresse au bien-être du vivant. Et les animaux sont jamais dedans. Et pour moi, l'exemple le plus frappant, ça a été la loi du plomb. Et la réaction qu'il y a eu à la loi du plomb, soit vous aviez des articles journaux qui disaient c'est mauvais pour la santé humaine, pesticides, etc. Ou vous aviez des articles qui disaient c'est mauvais pour l'environnement et les écosystèmes. Voilà.
Et en fait, il y avait des mesures dessus sur le bien-être animal, hein. Ils ont augmenté les seuils d'élevage intensif, etc. Ou dans les écosystèmes, il y a des animaux en fait, qui vont souffrir. Et en fait, on n'était jamais là-dedans. Puis on m'a dit, mais Romain, t'es jamais content, hein. Regarde cet article, il parle du vivant. Oui, mais en fait, c'est très vague. Et c'est-à-dire que, est-ce qu'on met au même plan un buisson et une vache, par exemple? Donc il y avait toujours ce problème de définition, que j'appelle l'anthrobiocentrisme. On est toujours entre les deux et l'oublié, donc c'est aussi le cas ici. Et je tiens à dire que je pense que ça amène aussi des perspectives un petit peu différentes. Et un des enjeux aussi, une des grandes questions en conservation, peut-être une des critiques, c'est de vouloir figer un écosystème tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on l'a trouvé, etc. Les écosystèmes sont en perpétuelle évolution. Le fait est que d'habitude, l'évolution est beaucoup plus lente que celle qu'il y a aujourd'hui à cause de ce qu'on appelle l'anthropocène, donc notre impact au niveau mondial. Mais donc il y a cette question de figer, et parfois on peut figer aussi des espèces, différentes espèces, qui peut-être sont en compétition pour des ressources. Et donc là, je trouve que réfléchir en termes de bien-être animal, ça montre qu'il y a des intérêts qui sont divergents dans ces systèmes. Donc, par exemple, pour ma lecture, un droit de Gaïa, ça n'a pas beaucoup de sens. Imaginez que vous ayez un écosystème où vous avez deux espèces. Il y en a une qui se met à se développer bien mieux et qui utilise davantage de ressources et qui va peut-être fleurir, se multiplier, la deuxième espèce qui va disparaître. Ici, on a deux espèces, des intérêts divergents. Est-ce qu'on peut parler de quel est l'intérêt de la nature ici? En fait, il n'est pas défini. Parce que dans tout groupe, même les groupes sociaux, quand on parle d'un intérêt d'un groupe, en fait, c'est une simplification. Il y a des intérêts des individus qui composent le groupe, okay, et peut-être qu'à un moment, il se dégage de ce groupe une direction, que ça peut être la majorité, l'unanimité, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais, donc c'est un niveau un peu plus méta, et on utilise ça finalement comme outil conceptuel, mais il n'y a pas d'intérêt propre à un groupe. On peut le définir. Une entreprise, ça n'a pas de personnalité physique, c'est une personnalité juridique, et pourtant on définit un intérêt à une entreprise. Mais finalement, c'est ce on s'est mis d'accord ensemble. Donc, c'est des questions qui se posent très concrètes. Alors, parfois, on peut dire que tout va dans le même sens et il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, dans 99% des cas. Il y a des endroits où peut-être ce n'est pas le cas. Par exemple, la réintroduction de prédateurs dans des milieux sauvages. Enfin, dans des milieux non anthropisés ou pas trop. Est-ce qu'on réintroduit aujourd'hui les loups dans l'espace où ils étaient là avant? Ils ne le sont plus. Voilà. Est-ce qu'on veut recréer l'écosystème tel qu'il était avant? Est-ce que l'espèce loup en tant que telle a encore un intérêt à revenir? C'est toutes ces questions qui se posent là. Donc la question du bien-être animal n'est pas prise en compte. Typiquement, quand on réintroduit le loup, on voit clairement l'intérêt en termes de recréer un écosystème ou le conserver ou réparer, indemniser ce qu'a fait l'homme. Mais les animaux qui vont être là vont peut-être souffrir davantage de prédation. Donc finalement, vous réintroduisez une espèce qui n'était pas là, donc a priori qui ne va pas souffrir de ne plus être là parce qu'elle n'existe plus. Par contre, vous allez créer de la souffrance animale. Donc là, voilà, c'est tous ces enjeux-là assez complexes qui importent sur l'intérêt. Et peut-être, je dirais aussi deux choses pour clarifier quand on a un préjudice et qu'on a une boîte à outils juridique pour répondre à ça. Ça peut être des droits, ça peut être une taxe, ça peut être des quotas. Enfin, Sarah et Harold ont mentionné différents outils. Il y a deux objectifs. Il y a la question de la compensation et il y a la question de l'incitation. C'est-à-dire que quand on met par exemple une taxe carbone, on va pas indemniser ici les générations futures qui vont souffrir de plus de CO2. Ce qu'on va faire, c'est créer une incitation pour moins polluer en amont. C'est différent, par exemple, quand en responsabilité civile, je vous dis, tout dommage que vous créez, vous devez le réparer à votre voisin. Ici, vous compensez votre voisin pour la perte de bien-être et vous créez une incitation à vous à faire attention à ne pas faire mal à votre voisin. Quand on parle de compensation d'écosystèmes, ou l'enjeu aussi ou de bien-être animal, c'est... moi, j'ai travaillé sur une taxe sur bien-être animal dans les élevages, donc avec des différents niveaux de taxes, plus élevés dans les élevages intensifs, plus faibles dans les élevages plein air. L'animal qui est dans l'élevage intensif, vous pouvez créer la taxe, mais vous n'allez jamais lui donner le revenu de cette taxe. Vous n'allez jamais le compenser. L'animal, il va toujours rester en élevage intensif. Donc ici, vous êtes seulement sur la partie incitative. Donc Harold parle par exemple ici de comment quantifier un coût en regardant combien ça coûterait de compenser. Mais si on ne donne pas effectivement cet argent et qu'il n'y a pas de compensation ailleurs, ça reste purement sur de l'incitation. Donc, voilà. Encore faudrait-il qu'il y ait cette dette, qu'elle soit crédible, qu'il y ait une taxe ou quoi que ce soit.
Donc faut ici faire toujours aussi attention, parce que si on est seulement sur de l'incitation, il y a des idées comme ça, il y aurait par exemple une taxe qu'on mettrait sur le fait d'artificialiser des sols. Bah, finalement on la paie, et puis finalement si cette taxe elle n'est pas trop chère, parce que ça coûte pas cher de restaurer des zones artificialisées, ça coûte très peu cher, donc on va beaucoup construire, on paye la taxe, mais il n'y a pas de compensation, donc au final on finit par tout artificialiser. Et c'est aussi une des critiques qui se passe sur le CO2, c'est de dire on a mis une taxe qui est déterminée pour viser un peu un quota, mais enfin on voudrait mettre une taxe au moins, mais finalement c'est pas utilisé pour la compensation, parce que le dommage peut-être qu'il peut pas être compensé ici, et donc on finit par augmenter les gaz à effet de serre mais indéfiniment juste en payant. Donc c'est un des risques qu'on a aussi, je pense, en termes de préjudice écologique. Merci beaucoup pour tous ces objets concrets, très complémentaires. Je vais passer à certaines questions de la salle. Donc, il y en a beaucoup. Malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les traiter. Mais je les prends, donc je vais essayer d'en synthétiser quelques-unes. Et ça va rebondir sur ce que tu viens de dire, Romain, et question pour toi, Harold. Comment mettre l'industrie agrochimique dans l'équation, puisqu'ils vendent des produits qui tuent la faune. Et concrètement, existe-t-il déjà des exemples d'inscription de la dette écologique au bilan d'entreprises, de secteurs ? Alors sur la deuxième partie, je ne vais pas répondre parce que je ne sais pas et que ce n'est pas mon domaine, les entreprises, vraiment directement. C'est mon collègue Alexandre Rambaud qui travaille beaucoup là-dessus. Sur la première partie, donc entreprise agrochimique, en fait la question c'est d'abord quand même d'évaluer simplement l'impact dont on parle. Si on parle de la pollution des masses d'eau, là il y a énormément d'actualités sur le sujet, on découvre beaucoup de choses là au fil des mois qui viennent de se passer. Et on commence vraiment à pouvoir qualifier le niveau de pollution, les responsabilités, mais qui sont quand même associés à une pollution diffuse. Donc c'est compliqué de dire qui est responsable. Et puis dans la chaîne de valeur, est-ce que c'est ceux qui utilisent par exemple les produits en dernier, admettons les agriculteurs, ou est-ce que c'est l'industrie chimique qui propose les solutions phytosanitaires qui est responsable? Ça c'est une question vraiment politique. Est-ce qu'on peut faire l'évaluation de la dette écologique qu'on a accumulée par l'usage de ces produits dans les masses d'eau au regard d'un certain nombre de normes environnementales? Oui, on sait le faire quand même, même si c'est de manière un peu grossière, on a quand même des éléments qui sont assez tangibles pour le faire. Une fois qu'on l'a fait, quelque part, là moi j'ai parlé des secteurs, mais en fait on peut envisager plein d'autres manières d'associer l'équivalence biophysique, c'est quand même ça le point central, c'est de retrouver des équivalences biophysiques. La question monétaire, de calcul monétaire derrière, il est instrumental, c'est l'économie au service de l'atteinte d'un objectif écologique établi en termes biophysiques. Je rappelle ça. Eh bien, ce qui se passe dans notre pays, en France, c'est qu'on socialise les coûts, pour le dire simplement. Là, sur l'eau, je pense que ça a échappé à personne. Hein, c'est soit dans notre facture d'eau, sur le truc, on paye un coût pour le coût environnemental de l'eau, c'est une ligne de notre facture, et sinon, eh bien, c'est socialisé par la sécurité sociale qui prend en charge un certain nombre de maladies chroniques croissantes liées à ça, etc., etc. Ceux qui achètent du bio, bon bref. Mais en fait, il y a d'autres manières effectivement de considérer ça. On n'est pas obligé de socialiser les coûts. On pourrait effectivement considérer que c'est les responsables à l'origine du produit, c'est-à-dire ceux qui ont déposé les brevets et qui ont vendu ensuite ces produits qui sont responsables. Dans ce cas-là, eh ben, c'est au niveau de cette comptabilité-là qu'il faut faire apparaître les choses, ou c'est les usagers finaux, les agriculteurs, ou voire même, enfin voilà, là on est sur de la consommation intermédiaire en l'occurrence. Mais ça, c'est vraiment politique, quoi. Comment on fait peser le coût à un niveau plutôt qu'à un autre. Merci beaucoup. Et pour les entreprises, concrètement, il y a, sans les citer, il y a une grande entreprise du luxe qui a développé un outil. Mais il faut savoir que sur la comptabilité multicapitaux, donc là, tu parlais de Alexandre Rambaud qui a créé ce qui s'appelle CARE.
donc CARE, que je vous invite à aller voir. Mais il y a plusieurs exemples de comptabilité multicapitaux qui sont plus ou moins exigeantes et engageantes. Et ensuite, il y a des entreprises, par exemple dans l'agroalimentaire, ou dans les boulangeries que vous pouvez voir dans les halls de gare, ou ce genre d'acteurs qui ont un lien direct avec le vivant et qui veulent réfléchir sur la restauration. Sur d'autres questions, là peut-être pour rebondir, Romain, où tu parlais de vivant, il y a une question qui est... que je trouve très précise sur la question de l'enchenillage et du hannetonnage, notamment à Blois, sur la prolifération de gui dans certaines régions, des attaques généralisées des pins par des chenilles dans le centre de la France, qui semblent indiquer l'abandon d'actions saines de l'homme sur une nature. Comment et jusqu'où prendre soin de la nature? Ouais. Non, mais et du vivant, c'est-à-dire, là aussi, ce que je peux comprendre, comment arbitrer, parce que tu parles justement d'animaux qui peuvent souffrir, ou d'espèces en tout cas vivantes qui peuvent souffrir ou non. Comment arbitrer entre justement, on va dire, un pin et une chenille, entre une rivière et une loutre, entre voilà, ces questions-là. Merci. Alors, merci pour la reformulation, mais tu as choisi la question, donc tu es imparfait. Ouais, donc très bien. Alors oui, bah, c'est un des très grands enjeux. Je pense que pour ça que pour ma part, j'essaie de clarifier qui sont les individus qu'on considère et quels sont les intérêts qu'on considère. Et donc une fois qu'on arrive à définir ça, donc qui est concerné et quels sont les objectifs et les intérêts de ces parties, ensuite on arrive à identifier les arbitrages. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on décide sur ces arbitrages. Donc là, on cherche à avoir des outils de quantification. C'est une des possibilités. Donc, soit vous dites qu'il y a un droit fondamental à une partie et finalement la question elle est vite résolue. Soit on essaie de quantifier ces arbitrages et ces différents intérêts et on fait des analyses. Enfin, moi je suis dans cette mouvance coût-bénéfice. Combien gagnent les gagnants, combien perdent les perdants, et on essaie de regarder un petit peu comment choisir sur ces arbitrages. Donc vous avez des cas où vous avez des intérêts qui sont convergents, donc là il n'y a pas de problème. Quand c'est divergent, oui, c'est tout l'enjeu. Donc là c'est important de définir quel est votre système de valeurs. Donc en économie de bien-être animal, on ne donnerait pas de valeur intrinsèque à l'arbre, par exemple, pour l'arbre et la chenille. Mais, par exemple, entre différentes espèces animales, oui, là, ça devient très compliqué. Entre autres avec les humains et les animaux non humains. Mais donc, une des manières de faire, c'est pas la seule, c'est un domaine en vraie expansion, c'est de dire la chose suivante. Pour les humains, par exemple, quand on regarde des analyses de santé, ce qu'on fait, c'est imaginez vous voulez rembourser un médicament, vous regardez la décision de rembourser un médicament, vous regardez le nombre d'années de vie en bonne santé que ça peut créer de rembourser ce médicament dans la société, et ensuite on met un coût sur une année de vie en parfaite santé. Et donc ensuite on regarde voilà, le nombre d'années sauvées fois le prix d'une année de vie et combien coûte le remboursement du médicament. Mais finalement, on pourrait faire cette même idée entre vous avez choix A, choix B, vous avez nombre d'années de vie humaine dans un cas et dans l'autre, et vous allez prendre peut-être le choix où vous avez plus d'années de vie humaine qui sont sauvées. C'est une des règles d'arbitrage. Maintenant, imaginez que vous ayez deux espèces différentes. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Une des manières de faire, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est par exemple de dire, bon, on considère que une année de vie en parfaite santé pour un humain, c'est à peu près l'équivalent de 1000 années de vie en parfaite santé pour un poulet. Okay. Donc ça, bien sûr, c'est arbitraire. Okay, voilà. Donc après, on essaie de faire ça, mais à moins en moins arbitraire possible. J'ai des collègues qui font ça, voilà, en éthologie aussi. Mais une fois que vous avez cette clé de passage pour un économiste, bon, je peux calculer pour différentes espèces, tout exprimé sur une échelle commune, nombre d'années de vie en parfaite santé, exprimé en vie humaine ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une des pistes. Je ne dis pas que c'est la seule, c'est très spécifique, c'est tiré d'économie de la santé, extendu aux animaux, mais c'est une des pistes. Je dirais juste que l'objectif final, vraiment, c'est comment guider ces arbitrages.
on a besoin de quantifier des différents intérêts et dans quelle mesure chaque intérêt est pertinent ou pas. Et encore une fois, là, moi je travaille sur l'élevage aussi, ça se pose la même question. Combien est-ce que le consommateur paye en plus, l'impact sur les animaux, comment est-ce qu'on quantifie ces impacts, etc. Donc c'est pas facile, c'est d'autant plus compliqué quand on est vraiment dans des milieux non anthropisés parce que vous avez beaucoup d'effets d'interaction qu'on n'anticipe pas forcément. C'est-à-dire quand vous impactez un milieu, par exemple sur une espèce, il peut y avoir effectivement des impacts sur les autres espèces parce que vous avez des dépendances dans l'écosystème et donc à long terme, vous ne savez pas quel est le préjudice total que vous allez créer. Voilà, vous pouvez retirer certains prédateurs, mais en fait, du coup, les espèces qui sont prédatées peut-être sont porteuses davantage de maladies, elles sont plus contrôlées, la population explose, etc. Voilà. C'est des choses compliquées dès qu'on perturbe un écosystème, et c'est très difficile d'anticiper à long terme, par effet rebond, le nombre d'animaux et le bien-être d'animaux qui seraient ici impactés. Je ne vais pas faire d'éthique animale, mais il y a un mouvement qui s'appelle ROAS, donc c'est réduire la souffrance animale dans le milieu sauvage. Et une des grandes critiques, donc il y a certaines personnes qui veulent intervenir pour limiter la souffrance dans le milieu sauvage. Vous avez plein d'animaux qui meurent de maladies, qui meurent de faim, de soif, etc. dans le milieu sauvage. Donc peut-être qu'on pourrait intervenir pour les vacciner, par exemple, etc. Et justement, l'opposition principale, la critique principale adverse, c'est de dire on ne sait pas quel va être l'impact à long terme sur tout l'écosystème, donc il faut peut-être en amont décider de ne pas agir. Merci beaucoup pour la réponse. Je vois que l'heure file, donc cette troisième partie, je vous préviens, ça sera des questions courtes, réponses courtes. Juste, dernière question pour toi, Sarah, sur la question du droit de propriété. Est-ce qu'on pourra le remplacer tel qu'il existe dans les économies de marché, dans une perspective écologique ? Et comment faire accepter des nouvelles formes de propriété voilà, sur la question plutôt de droit privé. Je voulais juste ajouter une toute petite chose par rapport à ce que vient de dire Romain Espinosa et par rapport à la question qui était posée pour arbitrer le conflit entre les arbres et des animaux, par exemple des arbres et des insectes. En fait, on pourrait mener des travaux d'histoire du droit et réactualiser les procès qui étaient faits contre les animaux à l'époque notamment médiévale. Ça peut paraître un petit peu fou comme ça parce qu'effectivement il y avait des cochons qui pouvaient être tués à raison des dommages qu'ils avaient causés par exemple à des enfants, mais il y a d'autres formes de procès qui sont institués contre des insectes ravageurs de culture, et donc j'ai l'impression quand même que ça rejoint ce qui vient d'être évoqué. Alors effectivement, les décisions conduisent à demander aux insectes de bien vouloir se déplacer, et on va leur attribuer un monastère ou abandonné par exemple à l'extérieur du village, voilà, en leur demandant de bien vouloir partir. Mais je pense qu'il y a quand même une possibilité de réactualiser en fait ces débats en donnant des avocats aux arbres et aux insectes, et puis on retrouverait en fait ces analyses in commodo et commodo, avantages et inconvénients et les différents dommages. On pourrait trouver des manières aujourd'hui sans doute d'arbitrer les conflits entre animaux et végétaux. Sur la propriété, alors là, ma difficulté pour moi, c'est de savoir par où m'engager pour répondre succinctement. Je pense que l'on peut tout simplement... La grande définition qui est donnée de la propriété, généralement, en droit français, c'est l'article 544 du Code civil qui vous dit que la propriété, c'est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Là, déjà, il faudrait relativiser, je dirais, la place et l'importance de cette disposition par rapport à d'autres, parce que tout à l'heure, je vous ai cité l'article 542, juste 2 articles avant, qui définit les biens communaux. Donc dire que non, il n'y a pas qu'une seule définition de la propriété qui est donnée dans notre code civil français, mais on a aussi celle des biens communaux. Et surtout, cette grande définition, la propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements, on a la possibilité de lui donner une autre lecture, d'en faire une autre interprétation que celle qui est généralement donnée aux étudiants dans les facultés de droit. L'adjectif absolu, qu'est-ce que la propriété absolue? Qu'est-ce que ça signifie ici, absolu? Et même en 1804,
c'est-à-dire à la date de la rédaction du Code civil. Généralement, on dit que absolu, ça signifie pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, c'est contradictoire avec la deuxième partie de la disposition qui vous dit qu'on doit respecter les lois et les règlements. Généralement, on vous dit que absolu, ça signifie exclusif. Mais est-ce que c'est véritablement certain ? Comment comprendre sinon toutes les dispositions dans le Code civil qui sont relatives à l'indivision, la copropriété des immeubles bâtis, la mitoyenneté des murs, toutes les servitudes aussi, les servitudes usagères, par exemple la servitude de passage, des servitudes de puisage, des servitudes d'écoulement des eaux, qui viennent grever, c'est-à-dire limiter votre droit de propriété. Donc qu'est-ce que ça signifie absolu, sinon ce qu'il devait sans doute signifier lors de la Révolution française, et repris en 1804, l'opposition à tous, l'opposabilité erga omnes, l'opposabilité à tous, en un temps où, après tout, la propriété était un peu... les propriétés immobilières avaient, pour certaines, été destituées, pour certaines privées, moi je pense au monde ecclésiastique. Donc, en fait, plutôt que de jeter, je dirais, notre code civil avec la propriété privée, redonnons-lui un nouveau sens, chaussons de nouvelles lunettes, relisons-le et à la lumière aussi de la jurisprudence, c'est-à-dire de l'ensemble des décisions de justice qui sont fondées sur cette disposition, et regardons si cela veut vraiment dire avoir un droit absolu de se clore, d'exclure autrui, de faire absolument tout ce qu'on veut. Ma thèse, c'est que la propriété ici signifie tout autre chose, et donc qu'il y a la possibilité de rouvrir à d'autres sens de la propriété sans supprimer cette disposition et tout le droit qui a été construit évidemment autour. Merci beaucoup. On va prolonger parce qu'en fait, je vois qu'il est déjà 10h18, donc on va prolonger sur les questions, si ça vous va. De toute façon, je vous invite vraiment à lire leurs travaux, par exemple sur l'économie de la coévolution, des travaux passionnants. Et évidemment, je vous invite à lire The Conversation France, puisqu'on écrit des articles sur ces sujets-là. Je reviendrai là-dessus. Peut-être pour toi, Romain, sur la question, peut-on parler des expériences de Parlement du vivant ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu veux parler ou tu maîtrises ou pas du tout ? Non. Après, il y avait la question, que répondez-vous aux économistes qui formulent que le marché, le prix, est un moyen efficace d'empêcher la tragédie des communs ? Question aussi très vaste. Vous êtes inspiré ce matin. Oui, tragédie des communs, c'est qu'une ressource commune serait en accès libre et finalement, voilà, on prend tout ce qu'on peut le plus vite possible. C'est ce qui, notamment, a fondé en partie l'économie des pêches. Enfin, c'est une des hypothèses de départ. Donc oui, de toute façon, en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a cette idée du droit de la nature, et plus précisément, je pense que Romain il a raison d'insister là-dessus, de droit d'entité spécifique qu'il faut définir, sinon en fait c'est compliqué de poser la suite, quoi. Et d'ailleurs dans les exemples que j'ai donnés, c'était des exemples qui étaient plus basés sur les écosystèmes de manière générale et pas sur des entités. Or, c'est vraiment important de faire ça. Mais entre cet objectif de défendre des droits pour des entités spécifiques et la manière dont on le fait, qu'on ait recours à des dispositifs incitatifs, des dispositifs réglementaires avec des sanctions pénales en cas de non-respect, et ça renvoie un petit peu à la remarque aussi de Romain sur l'incitatif ne suffira pas, ça c'est une évidence, il y a des... Voilà, il y a des limites, on peut dire, des limites, alors encore une fois planétaires, ou à l'échelle d'une espèce, il y a une limite en dessous de laquelle elle disparaît, quoi. Et à l'échelle des individus, bon, là je ne vais pas m'embarquer là-dessus sur les questions de souffrance, etc., mais il y a aussi des questions de seuil qu'il faut appréhender. Donc derrière, encore une fois, juste pour dire que le prix, pour répondre vraiment à la question, est évidemment un aspect hyper important de l'équation. C'est-à-dire que c'est un levier.
qui est une évidence. Enfin, c'est un levier de changement de comportement qui est à activer, évidemment. Et alors, sur les marchés, pourquoi pas? Parce qu'une fois que quelque part, enfin moi ce sur quoi je travaille, par exemple c'est la conservation des zones humides, on a vu que des marchés alors rentrer là-dedans c'est compliqué, mais des marchés de compensation à des échelles très locales, lorsqu'ils étaient vraiment respectueux de contraintes biophysiques très fortes, pouvaient rendre le système un peu plus flexible et le rendre plus efficace pour atteindre les objectifs normatifs en termes de conservation. Mais voilà. Et pour rappel, comme tu évoquais les limites planétaires, donc il y a 9 limites planétaires comme le changement climatique, le changement d'usage des sols, de la gestion de l'eau douce ou de l'acidification des océans. Et 7 des 9 limites planétaires sont déjà dépassées. Donc l'idée, c'est comment revenir à des limites planétaires qui ne soient pas franchies. Effectivement, je vois Eratum pour Monsieur de Sénurins. Elinor Ostrom a reçu le prix Nobel en 2009 et non en 2019. Pourra-t-on réguler et donner une valeur financière aux prélèvements directement effectués dans les cours d'eau pour des activités économiques lucratives et agricoles au détriment de la survie de ces cours d'eau et de l'alimentation en eau des êtres vivants qui en dépendent? Est-ce que c'est une question peut-être qui vous parle? Oui, plutôt, je pensais pour toi, Romain, sur la valeur, la valeur financière en effet de ces activités. Enfin, je parle plutôt de valeur monétaire, donc je ne sais pas si oui, non, c'est en ici ou pas, mais voilà. En fait, je rejoins aussi ce qu'a dit tout à l'heure Harold. Le prix, c'est un outil, et vraiment, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un outil qui reflète ces arbitrages? Et donc, voilà. De manière générale, en économie, la manière dont je vois les choses, c'est pour gérer ces arbitrages, on a une boîte à outils. Cette boîte à outils, ça peut être d'imposer des quotas, c'est-à-dire qu'on a défini les intérêts, etc., des différentes parties, et voici ce qu'on s'autorise comme prélèvement dans les cours d'eau. C'est notre quota, notre objectif. Soit on peut imposer un quota, soit on peut, avec par exemple des amendes et des contraintes, etc., soit on peut mettre une taxe. Et en fait, la taxe, dans ce cas-là, comment elle est faite? Vous avez le quota, vous regardez combien les gens sont prêts à payer, et puis en fait, vous faites monter le prix jusqu'à ce que la demande de prélèvement d'eau soit égale en fait, au quota. D'accord. Donc, pour les économistes, il y a une correspondance en fait entre les taxes ou les quotas dans un monde où tout va bien, avec beaucoup d'hypothèses, mais grosso modo, les deux sont équivalents. Se pose ensuite la question, donc c'est équivalent, mais il y a tous les problèmes techniques derrière. Comment est-ce qu'on définit ce quota? Donc soit on peut partir des limites planétaires dont on vient de parler, voici ceux dont on a le droit, donc adapté au niveau local. Soit c'est plus compliqué quand vous avez, voilà, au niveau local, enfin, soit on pose la contrainte voilà, biologique, soit biochimique, soit on va arbitrer entre différentes parties et arriver à ce quota optimal. Mais une fois qu'on a le quota optimal, j'ai envie de dire, c'est que de la mécanique. En économie du droit, on voit aussi tout ce qui est le droit avec des pénales, juste comme un prix. Il y a un travail qui est assez connu qui s'appelle « A fine is a price », donc une amende est un prix. Finalement, si l'amende pour le parking, c'est 20 € et que vous êtes prêt à payer plus de 20 € pour vous garer là, bon, ben, c'est juste finalement le prix du parking. Et on pourrait voir aussi ça comme un autre outil que l'économiste peut très facilement intégrer. Je pense que le débat aujourd'hui, plus que le débat technique, c'est un débat politique qu'il y a à chaque fois au niveau local sur qui a le droit de prélever cette eau, avec des intérêts qu'on voit divergents, des agriculteurs qui disent « moi j'ai besoin de ce prélèvement pour mes champs, et en fait ça me permet ensuite de nourrir la population, etc. » Les écosystèmes, les individus qui les composent dedans, etc. Et donc je pense que le débat est beaucoup plus là-dessus que finalement sur la technique et les outils juridiques et économiques qu'on peut avoir pour atteindre ça. Mais la monétisation peut en faire partie, ça fait partie de la boîte à outils, oui. Donc la monétisation monétaire est un outil parmi d'autres. Oui, bien sûr. Et j'allais poser justement aussi, Sarah, comme on arrive à la fin, comme on avait parlé dans notre discussion, je trouvais intéressant lors de la préparation de cette conférence sur la question poétique, pour ouvrir, comme il est 10h26, si ça vous va, et évidemment si vous avez envie de donner un mot de la fin après.
Je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'avaient dit à la fois Romain et Harold, enfin je crois que ça se complète. Sur le terrain du droit, il y a les travaux notamment de l'écrivain aussi, Camille de Toledo, qui a notamment orchestré l'ouvrage Le fleuve qui voulait écrire, et qui poursuit avec cette idée d'accorder la personnalité juridique, en particulier à la Loire, ou Loire, avec l'idée suivante. Si Loire, ou d'autres fleuves, ou une lagune, sont reconnus comme des personnes juridiques, alors peut-être que sur les terrains du droit, cela signifie que la Loire a aussi un patrimoine en propre. Toute personne ayant un patrimoine. Je ne reviens pas, je vais vite, hein, mais c'est issu de la théorie d'Aubry-Hérault classique. Toute personne a un patrimoine et un seul patrimoine, mais au moins en un serait-il vide. Et l'idée est la suivante, si la nature est une personne, ou le fleuve est une personne et qu'elle a un patrimoine, cela devrait pouvoir signifier qu'elle pourrait recruter des êtres humains, notamment, ou pourquoi pas des animaux d'élevage, pour sa destination, pour son bien-être. Donc elle pourrait être rémunérée pour ce qu'on appelle en économie les services écosystémiques ou écologiques ou environnementaux. Et puis, mais elle-même, non pas les humains qui s'occupent des eaux, mais les eaux elles-mêmes, rémunérer les eaux elles-mêmes. Et l'autre idée connexe, ce serait de dire, si le fleuve est véritablement une personne et donc est doté d'un patrimoine, eh bien, il pourrait aussi embaucher des êtres humains. Donc être rémunéré pour les services rendus, mais aussi embaucher des travailleurs. Et donc l'idée, c'est que petit à petit, si vraiment on institue comme ça de grandes personnes nature à côté des entreprises à but lucratif, des États, puis toutes les autres formes, hein, associations, coopératives, etc., mais peut-être qu'on pourrait rendre indisponible un plus grand nombre de biens, comme les retirer en quelque sorte du monde du marché et permettre à ce patrimoine dit du fleuve de grandir. Donc c'est une hypothèse qui me semble renvoie en fait au monde des économistes, parce qu'évidemment là on a besoin d'économistes pour penser ce salariat éventuel de la nature ou ce travail indépendant de la nature, ce nouveau droit du travail qui serait issu de la personnification de la nature. Et peut-être que je renvoie la parole, je finis, sur la poésie. Enfin, oui, si, peut-être une minute dessus pour ouvrir. Oui, c'était juste pour renvoyer à un poète. Je renvoie à un poète anglais de la fin du début du XVIIIe siècle, John Clare, C-L-A-R-E, qui pleure la perte des communs avec le mouvement dit des enclosures. Et je voulais juste renvoyer à ces poèmes parce qu'il nous rappelle que la propriété n'a pas toujours signifié un droit de se clore et que pendant longtemps, il fallait demander l'autorisation au roi, au Parlement, de pouvoir se clore. Et voilà, ça ouvre des perspectives, je dirais poétiques, mais en tout cas sur d'autres formes justement propriétaires pour répondre à la question posée initialement. Et peut-être avant le mot de la fin, pour conclure, l'idée c'est que les droits de la nature dans les discussions posent les défis et des pistes avec des scénarios différents. Soit un scénario, on va dire, pessimiste de déni, avec des ajustements marginaux qui seraient en œuvre. Un autre scénario de l'intégration pragmatique, donc en adaptant les outils économiques et juridiques existants, donc on a cité quelques-uns. Et ensuite, je dirais des visions que vous défendez tous les trois, de transformation plus radicale, en repensant l'économie à partir d'une vision qui va être plus éco-centrée, de coévolution, centrée et peut-être poétique. Est-ce que vous auriez un mot de la fin ou autrement de conclure cette conférence? Non. Juste vraiment adhérer à ce que vient de dire Sarah. C'est-à-dire, moi je crois beaucoup à cette idée de redéfinir aussi
les relations de la nature sur la base des transactions entre individus. Et cette idée de travail, je pense que c'est un exemple assez concret de vision comment on peut avoir des relations de travail qui intègrent la nature, mais avec la nature comme sujet ou pseudo-sujet. Et l'exemple du Parlement de la Loire là-dessus est vraiment inspirant, en tout cas, pour que les économistes puissent avancer sur ces sujets. J'ai pas grand-chose aussi inspirant à dire, juste peut-être le message que j'ai porté, qui moi m'aide en tout cas à voir les débats à chaque fois qu'il y a des débats sur le sujet. Parfois, il y a des désaccords qui adviennent entre différentes parties, et c'est important de comprendre d'où vient le désaccord. Et parfois, c'est assez subtil. Donc, ça peut être sur qui sont les personnes considérées, à qui on donne de la valeur morale dans le débat. Ensuite, il y a quels sont les intérêts légitimes qu'on considère pour ces personnes-là. Et enfin, il y a l'appréciation de ces intérêts. Donc, parfois, vous n'êtes pas du tout d'accord sur qui prendre en compte. Sur une rivière, on prend en compte que les humains, versus on prend en compte aussi ceux des animaux, versus aussi la flore, etc. Ensuite, quels intérêts? C'est juste l'intérêt, par exemple, des animaux à avoir suffisamment d'eau, ou bien c'est aussi leur intérêt de pouvoir avoir du bien-être au-delà de juste la survie. Et enfin, même si vous êtes d'accord sur prendre en compte, par exemple, le bien-être des humains et des poissons qui peuplent la rivière, il y a peut-être le désaccord vient de l'appréciation sur combien c'est important le bien-être des poissons par rapport à ceux des humains. Et donc, moi, personnellement, ma grille de lecture dans ces débats-là, c'est essayer de comprendre d'où vient le désaccord avant juste de parler de la solution finale. Est-ce que oui ou non, il faut protéger la rivière et ça aide à savoir si le débat est possible, déjà. Et quand il l'est, si c'est un désaccord d'intensité ou bien parfois une fracture plus profonde. Merci vraiment à tous les trois. Et je vous invite évidemment à lire leurs 3 livres. Et si vous voulez aussi plus d'informations, allez sur le média pour lequel je travaille, The Conversation France, où vous allez retrouver tous ces sujets. Et le principe, évidemment, c'est gratuit, en ligne, et c'est associatif. Et c'est ces fabuleux chercheurs qui écrivent directement dedans. Et c'est entièrement aussi vulgarisé avec tous leurs propos. Excellente journée et bonne haute conférence.